Great, thank you very much. I'm going to kindly request our protocol to thank you. Great, so without much ado, this conversation is going to run for approximately 45 minutes to 1 hour. And I would like to set the pace, Ms. Nancy and Dr. Greenfack. Generally, there's a misconception about what transparency, what accountability is. So to set the conversation, I would like you to share your reflections around what transparency and accountability means within our context. Let me start with you, Dr. Greenfack. Thank you. Je commencerai par saluer toutes les personnes qui sont dans cette salle et remercier la Fondation de m'avoir associé à ce panel. Par rapport à la question que vous me posez de savoir que signifie transparence et responsabilité dans notre concept, je commencerai par dire que les deux concepts sont des concepts polysémiques qui ont généralement plusieurs sens et peuvent être élastiques. Seulement, en partant de l'étymologie, on peut mieux comprendre ce concept. Je commencerai par la responsabilité. Responsabilité est un mot qui vient du latin responsus et qui dérive d'un verbe respondere qui signifie répondre de. Alors, il s'agit de répondre de quelque chose. De quoi donc? Répondre d'une charge, d'une mission qu'on nous a confiée, répondre de nos actes, de nos comportements, par exemple. Mais en restant au niveau étymologique, les choses ne sont pas aussi simples, parce qu'on verra que la responsabilité peut être morale, elle peut être philosophique, elle peut être juridique. Pour ce qui nous concerne ici, il s'agit d'une responsabilité qui se rapproche un peu du domaine juridique. Pourquoi? Parce qu'en droit aussi, on a plusieurs types de responsabilités, administratives, civiles, pénales, politiques et plus récemment managériales. Alors, comment donc savoir qu'on est en face de la responsabilité? Il y a deux critères. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle l'imputabilité. De manière simple, l'imputabilité, c'est le fait d'assumer ses actes. La responsabilité, c'est d'abord le fait d'assumer ses actes, de prendre conscience de ses actes et de les accepter. Et le deuxième critère, c'est la rétribution. La rétribution ici, c'est le fait d'accepter les conséquences de ses actes. Donc, la responsabilité, pour le dire simplement, consiste en deux choses. Le fait d'assumer les actes qu'on a posés et de répondre des conséquences de ces actes. Alors, l'autre concept, c'est la transparence, qui vient du latin transparens et qui dérive de deux mots. Trans, ça veut dire au-delà, et parere, qui veut dire apparaître. La transparence, c'est donc la qualité d'une chose qui apparaît à la réalité. C'est-à-dire le fait pour une chose d'être exposée dans sa réalité concrète. Donc, c'est donc quoi la transparence? C'est la qualité qui permet d'exposer les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent, de présenter les choses. Et c'est la raison pour laquelle on va voir que la transparence est liée à d'autres concepts tels que la publicité, l'information. Et du coup, on retrouve un lien entre la responsabilité et la transparence. Parce que pour pouvoir être responsable, il faudrait qu'on connaisse ce que vous avez pu faire, que cela apparaisse à la réalité, pour que vous puissiez assumer et répondre des conséquences de vos actes. Donc voilà un peu les définitions qu'on peut donner à ces deux termes qui semblent pourtant polysémiques la plupart du temps. Merci, docteur Greenfack. Je pense que cela a été assez clair. Vous avez longtemps mis l'accent sur la responsabilité en tant qu'une valeur essentielle dans ce domaine. Alors, j'aimerais recueillir l'avis de Madame Saïbo sur la même question, juste pour que nous puissions entrer en profondeur dans ces concepts, pour que notre public soit éclairé sur la thématique. Alors, Mrs. Saïbo, you heard it clearly, spelled out by Dr. Greenfack. What is your perception when you hear about transparency and accountability?
what comes to mind? And why does this really matter in the Central African region? Thank you so much. I just want to say thank you to the organizers for inviting me here, and I want to say thank you, Mr. Anthony, and my dear co-panelists. Yeah, so I'm so passionate about transparency and accountability. I think that has been my fundamental since my debut in the civil society space. So I think my co-panelist has given clear definitions of accountability. So if I just have to add to what he has said, it's being answerable to your actions or for actions. And you know that we are in an election period, just to slide in to say that the leaders you're going to be choosing, make sure that you can hold them accountable, which is being answerable to their actions. So also being answerable to the use of resources. It's not only about the actions, we have a lot of resources involved. So can we hold you account to the use of resources? So whenever I hear of accountability, these are the two things that stands out for me. Being answerable for your actions and being answerable for the use of the resources. Let's take transparency. So whenever I hear transparency, is it open? Is information, do we have access to information? When I hear transparency, I want to understand and I want to make sure that it is open, the information is open, or whatever information is open and also accessible of sharing information. Because you cannot hold any policymaker accountable if you don't even have data or information, if you don't even have access to some of this data. So whenever I hear transparency, what comes to my mind is data open? Do we have accessible sharing of information of all of the decision makers? So me, I repeat, accountability, two things stands out. Answerable for your action and answerable for use of resources, transparency, openness, and accessible information sharing. Thank you very much, Madam Saipo. I think that was quite explicit. Access to information and access to data, that's quite credible. Having understood these concepts, I would like to pose both of you the fundamental question, which sometimes is quite complicated to respond to. Why is it difficult in Central African region, particular for our authorities and policymakers and our even at civil societies by extension, why is it difficult to be transparent and accountable in their processes? You want me to start? Well, any of you, Okay, I can start. When you have something to hide, that's when you shy away from being accountable or prompting transparency. And if you've noticed, I will take an example with Cameroon. I like to cite examples whenever I'm asked questions. In Cameroon, we don't have the Freedom of Information Act. And you know that the Freedom of Information Act is that powerful law that gives government or any entity the obligation to share information. Like I said earlier, you cannot hold any policymaker or even a civil society organization if you don't have data on the matter you're following. So, and that is why the best way some of the states in Central Africa would do is to hide data. And they still feel reluctant to approve laws that will oblige them to share data or information on some particular things. Another example I would take is during COVID-19, how many states shared explicit data on the numbers of donations they received? If not after strong advocacy for demanding, we want to know how many people contributed or donated resources to fight the pandemic. We want to know how this money was being spent. So they build secrecy around this information that makes civil society or citizens ask questions. And this, you know, when you were asking me why, I didn't answer the second question, why accountability and transparency matters, is because it builds trust between the state and the people, and it also builds credibility. You know, if government or the state or even civil society or think tanks are trustworthy persons and they follow the transparency and accountability reforms or policies in their organizations,
there's nothing to hide. So we've seen this. I think this is the second time I am attending the Central African Think Tank Forum, and how open and transparent you are. You're doing this because you want to build credibilities and because you have funders or donors that have put in resources, so you need to be transparent. But for the states, it's very complex in Central Africa, in Cameroon, in Gabon. I just feel like they still feel like it's a family matter where resources or the decisions they take it's for them, not for the people. All right, thank you, Madame Saibo. Dr. Giffard, je suppose que vous avez bien entendu la réaction de Madame Saibo. J'aimerais que vous réagissiez sur la même question parce qu'elle a une grande importance, à savoir pourquoi est-ce qu'en Afrique centrale, on a du mal à être, dans votre propre terme, responsable? Est-ce qu'on a du mal à être transparent? Pourquoi est-ce que nous avons du mal à être transparent? Et j'aimerais que vous vous penchiez également sur l'action de la société civile. Je pense qu'il est connu que les États ont cette tendance-là, qui ne mettent pas souvent l'information à l'accès du public. Mais au regard de l'action des OSC, par exemple, est-ce que vous jugez que les OSC sont également transparents? Est-ce qu'ils sont responsables? À vous la parole, Dr. Giffard. Merci, M. Anthony, pour la parole. Alors, je dirais, sans rentrer dans les détails pertinents que ma panéliste vient de donner, qu'il y a des causes profondes qu'il faut peut-être soulever ici. Pourquoi est-ce que dans nos États, la transparence rencontre autant de difficultés en Afrique centrale? Il y a deux causes principales. La transparence et la responsabilité ne font pas leur lit en Afrique centrale parce que ce sont des États qui n'ont pas suffisamment un ancrage dans les principes de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'État soit suffisamment démocratique pour être transparent. Pour être responsable, l'État doit être un État qui respecte les principes de la démocratie. Il en est de même pour les principes ou bien les exigences de l'État de droit qui ne sont pas respectés. Nous avons des États qui respectent difficilement les principes de l'État de droit et on verra que la responsabilité est intimement liée au respect de l'État de droit. D'ailleurs, l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1786 dit que toute société a le droit de demander compte aux agents de son administration et cela a été consacré comme étant l'un des principes phares de la démocratie. Donc, tant que nous aurons des institutions publiques qui ne respectent pas les principes de la démocratie, c'est-à-dire la liberté, les différentes libertés publiques, comme la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, d'opinion, les droits fondamentaux consacrés par la Constitution, on aura du mal à appliquer la transparence. Maintenant, pour revenir aux OSC, je dirais que les OSC subissent les conséquences, les contre-coups de ce contexte-là. Les OSC ont bien voulu, veulent au quotidien lutter pour qu'il y ait plus de transparence dans la gestion des affaires publiques, mais dans un contexte où l'autorité n'est pas disposée à transmettre des informations, à assumer ses responsabilités, on voit que s'engage un bras de fer dans lequel les OSC ne peuvent pas, à première vue, sortir vainqueurs. Aussi, les OSC elles-mêmes subissent en interne les conséquences de ce contexte, c'est-à-dire certaines OSC, pas toutes, ont tendance à transposer aussi en interne les pratiques malsaines qui sont faites dans l'administration parce que c'est déjà dans la conscience des citoyens que lorsque vous êtes chef quelque part, on ne peut pas vous parler fort, on ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit, on ne peut pas vous critiquer. Et vous voyez que inconsciemment, même certains dirigeants d'OSC ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de tomber dans des dérives, je veux dire dictatoriales ou bien répressives, dans leur propre OSC. Et c'est pour cela que la culture de la transparence peine à prendre corps dans nous avons longtemps entendu des autorités administratives, je prends le cas du Cameroun par
exemple, dire que toute organisation qui a besoin d'informations devrait également pouvoir se rapprocher vers leur instance, au cas où ils ne retrouvent pas ces informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que les OSC n'ont pas aussi ce lapsus, si je pourrais dire, de souvent ne pas se rapprocher vers les autorités pour demander de l'information? Est-ce qu'il y a une obligation unique pour les autorités de mettre à la disposition des informations sans, de l'autre côté, permettre aux OSC de se rapprocher vers ces instances-là? Est-ce que ça devrait se passer uniquement d'un côté? Pourquoi est-ce qu'il y a cette réticence aussi de la part des OSC à se rapprocher vers les autorités? Et aussi l'aspect de cacher de l'information. J'aimerais que vous nous dites clairement. Et on cache l'information comment? D'accord. Votre question, un premier volet, je m'y penche d'abord avant de prendre le second. En ce qui concerne l'obligation d'information, de manière générale, dans nos administrations, la situation a évolué progressivement parce que avant 2018, l'administration camerounaise, par exemple, ou bien les administrations même dans l'Afrique, dans les États de la CEMAC, petite partie de l'Afrique centrale, n'avaient pas cette obligation de divulguer toutes les informations relatives à la gouvernance publique. Mais à partir de 2018, au Cameroun par exemple, le Cameroun a internalisé, c'est-à-dire transposé une directive communautaire de la CEMAC qui l'oblige à divulguer toutes les informations relatives à la gouvernance publique, même si c'est beaucoup plus axé en matière de finances publiques. Il s'agit du code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Lorsque vous lisez ce code, toutes les informations relatives à la gouvernance publique devraient faire l'objet d'une divulgation auprès du public, le public le plus large, l'objectif étant d'amener ce public-là à participer à la gestion de l'État. Alors donc, déjà du côté de l'État, l'obligation est actée par une loi. Et une loi doit être respectée. Mais ce n'est pas le cas. C'est de moins en moins le cas en pratique. Le deuxième volet de votre question, c'était de savoir, mais pourquoi veulent-ils à tout prix garder de l'information? Je crois que ma copanéliste l'a déjà dit, parce qu'on a sans doute des choses à se reprocher. Parce que si on n'a rien à se reprocher, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'administration présenterait les résultats de sa gouvernance en disant, voyez, on est en train d'améliorer ceci, d'améliorer cela, etc. Do you want to add something to that before we move on? Yes, I just want to add that I think civil society and government has not understood that they are working for the people and that they're supposed to, at some point, come and tell the people what is going on in their different or respective institution. I think we need to remind them why they are where they are. We also need to build the culture of accountability or transparency. I think the states in Central Africa do not have that culture. In West Africa, if you have to compare, there are some things you cannot do in Nigeria and go scot-free without the people raising voices and saying, you have to account. We elected you, you need to give a rundown of what you're doing. But in Central Africa, we feel like it is not our responsibility as citizens, or it's not my responsibility as a staff of an organization to tell my boss or my supervisor that I think you need to tell us how far we are with the implementing a particular project if we're talking in the milieu of civil society. So I think we need to actualize and the various states or the various policymakers understands their role. Your role is to govern people, and also your role is to keep them account on what you've been doing so far. So if we start bringing back, that's the solution, those norms, I think we will understand that whenever we are elected or we are nominated in the ministry, it's not to go and eat or celebrate, is to reassure that at the end of the day, the same people that put you there will ask you to account. Thank you, Madam Saibo. Leveraging on the power of civil society organizations and think tanks, I'm tempted to ask, this problematic of access to information, which has resounded in this panel for quite a period of time,
we've understood that there is some lack of will for administrative authorities generally to put information at the disposal of the public. What then can think tanks and civil society organizations do in terms of strategy to ensure that information highly solicited is put at the disposal of the public when needed? So what strategies concretely can think tanks and CSOs deploy to ensure that information is made accessible to the public? Follow the money. Yes, follow the money. Because I think we should quit from talking, doing advocacy, and doing the work concretely. I will take an example with the movement Follow the Money that I am heading in Cameroon. So Follow the Money is in 20 African countries. So what we do at Follow the Money is that we focus in three sectors: education, health, and sanitary. So for example, we want to follow the money in education. We know that in Cameroon, for example, laws and budget are being voted at the National Assembly in December period. So when they vote this law, we know we have Ministry of Higher Education, primary education, and secondary education. So we can take, for example, basic education. If the state of Cameroon say they're going to build 2 classrooms in Tukumbere in the extreme north, we gather this information with the logbook, because what they do is they have a logbook of close to 500 pages. It's a big book like this that they put everything that they're going to do for the next year in all the sectors and the amount. They're very detailed, like you say. So what we do is we follow the money. We say, okay, you said you're going to build 2 classrooms in Tukumbere, and you've said you're going to disburse 2 million, for example, to build this classroom. So what we do at Follow the Money is we go to the community at Tukumbere and tell them, see, this is what the Cameroon government is planning to do in your community. We organize town hall meetings where we have even the ministry himself there, finance there, community-based organization, chief and all that. And we tell them what the government is about to do. So now it's no longer we CSO or my organization that is going to track it. It's the community that will track it. You get? So we've gotten data from the National Assembly. We have visualized it, because I don't know a Cameroonian that will sit down to read a 500-page document having details of this. So what we do is we gather this information, we visualize it. Sometimes we even use local language. We organize town hall meetings where we have all of the community members there. We even use local radio to tell them this is what is going to happen. So it's your responsibility to track. And that's a way of practicing the accountability, because you cannot just go, Mr. Anthony, go to the ministry and say, because you're a minister of education, and hold you accountable on what basis? So we make sure we have concrete data, and I'm calling on civil society or think tank to have this kind of movement or this kind of solutions that could actually make us practice the accountability and transparency. At that point, when you have all of this data, before you ask your other question is, when government does not implement that project in Tukumbere, it becomes an hashtag, a social media campaign, and also to ask them, why have you not done this? Because at the beginning, you voted this, funds were disbursed, you even chose the person who's going to implement this project, but over 5 years, we still do not have the classroom. So it's not longer the community that is demanding for accountability, it's a whole... How do you assess, just to follow up, when you get into these communities to initiate these town hall meetings, what is the degree of responsibility from the host communities towards these initiatives? Do they take ownership of them? Are they receptive to the initiative? Do they partner in this initiative? Are they hostile? What is your assessment when you get to this? So what we do is, when we organize such meeting, we want to have it maybe at the chef de quartier, for them to have ownership. We don't go and organize maybe in the fancy hotel, no. If we want them to take ownership, go to the leaders that they look onto. For example, we know that in the extreme north, they don't joke with the imam.
the imam is like that father and they respect him a lot. So what we do is we do our research to understand how does this community work, because we know that Cameroon is very complex. Each region, each community have their own way of doing things. So when we go to Tokumbere, we make sure that we meet the imam and we explain to him what the project is all about and why we are doing it. We're not doing it for ourselves, we're doing it for the community. And when he accepts it, it's very easy for him to, because he's the one that does the mobilization. We tell him this project is it, so we want you to follow up. He tells us, okay, this person will help you mobilize this person, will mobilize this person, and so it even makes work easier for us when we start with the head of the community. And it's so interesting listening to this initiative of yours, because there is another follow-up which I'm prompted to ask. The next question will be, in Cameroon more specifically, where many at times our traditional authorities have these affiliations to the central government, where most of them are sometimes, they themselves are political activists. And having to see a CSO coming to initiate a project that will obviously bring more light and transparency to an initiative that some would have wanted to keep the degree of collaboration between you and these local authorities. Is it quite receptive? Are they hostile? Do they prevent CSO engagement or interventions in these communities? I see Dr. Gwimfa, who has been boiling to say something. Merci beaucoup. C'est juste que les questions que vous posez, j'ai une information peut-être qui va vous permettre de mieux comprendre le contexte. Je voudrais conforter ce que ma copanéliste dit et ajouter que, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle citoyen. Le contrôle citoyen et qui a été consacré par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que les populations ont désormais le droit de suivre l'exécution de tous les projets dans les communes. Et ce droit, puisqu'il a été consacré, le problème c'est au niveau de son implémentation. Et vous parlez de l'engagement des communautés. Alors, on a aussi prévu dans ce code que les populations s'organisent en associations de quartier. De telle sorte que les associations de quartier ont leurs représentants qui sont un peu comme les interlocuteurs avec les autorités locales. C'est donc à travers ces associations de quartier qui, dans certaines communautés, ce sont les comités de développement qui s'adressent en ayant un contrepoids, c'est-à-dire une parole qui doit être entendue, parce que le maire, par exemple, est élu par la population locale, et si cette population se met en communauté et lui demande de rendre compte de l'exécution des projets, il n'a pas d'autre choix, parce que sinon, il sait que la population ne sera plus avec lui. Donc, je voudrais tout simplement dire que c'est juridiquement consacré désormais. Alors, nous avons fait une étude récemment dans une commune de l'Ouest pour voir quel est le degré d'implication des populations dans ce contrôle. Malheureusement, on s'est rendu compte que les populations ne sont même pas informées de l'existence d'un tel mécanisme. Mais est-ce que ce manque d'information contribue également à ce problème de responsabilité, de manque de transparence, manque de comptabilité? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une action intentionnelle de ces acteurs-là à ne pas tenir les populations informées de ce projet? Ou bien c'est une circonstance? L'opacité est dans l'intérêt des acteurs. C'est-à-dire, tant que les informations qui peuvent gêner ne sortent pas, ils sont bien contents. C'est à la population maintenant qui est bénéficiaire des projets de bousculer, de demander à ce que le droit à l'information soit respecté. Or, il faut que les think tanks, par exemple, mènent cette action de sensibilisation, exactement comme elle vient de dire, ils étaient à Tokumbere, par exemple. Alors, pour non seulement éduquer les populations à l'existence de ce droit, il a dit comment ils peuvent mettre ce droit en application, quels sont les mécanismes dont elles disposent pour faire appliquer ce droit. D'accord, merci docteur. Je vais me retourner vers notre population ici pour demander si vraiment ce problème de manque d'information, parce que j'imagine que nous sommes tous ressortissants de certaines communautés, certaines communes. Est-ce que vous reconnaissez dans cette problématique, cet aspect de manque d'information dans vos respectives communes ou régions? Est-ce que, oui, nous avons un intervenant ici, est-ce que c'est un problème réel? Merci pour la parole donnée. Donc, je me représente encore Romaric Kélé, jeune leader émergent. Donc, la thématique
c'est une thématique qui me parle beaucoup parce que justement, j'ai eu à faire plus d'une fois face à l'inaccessibilité de l'information. On dit que désormais, le service public, les institutions publiques sont censées être transparentes à partir du code de 2018 portant transparence dans la gestion des finances publiques. Sauf que lorsqu'on parle de transparence, on parle beaucoup plus de droit de l'information et de disponibilité de l'information. Alors qu'au Cameroun, ce qu'on voit, c'est que l'information n'est pas du tout disponible. Et quand bien même elle est disponible, elle est erronée. Je vais prendre le cas peut-être de la chambre des comptes. Généralement, quand il faut certifier les comptes, le compte qui est certifié disponible est peut-être disponible 3 ans plus tard. Forcément, l'information de 3 ans plus tard n'est plus efficace. Et maintenant, revenons sur la question du contrôle citoyen. J'aimerais demander à Dr. Kifa de m'édifier davantage, parce que lorsqu'on dit le contrôle citoyen, est-ce qu'il existait vraiment un contrôle citoyen au Cameroun? Parce que justement, avec l'inaccessibilité de l'information et surtout encore l'inefficacité de ce contrôle-là, est-ce qu'on peut parler d'un contrôle citoyen? Parce que c'est un contrôle qui n'est pas assorti de sanctions. Alors même s'il y a une sanction, c'est une sanction différée, peut-être après le mandat. Alors à ce moment-là, est-ce que le contrôle citoyen est un contrôle qui rend compte aux citoyens? Merci. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois le monsieur juste derrière vous. Nous allons prendre monsieur revenir à vous. Merci beaucoup. C'est ma préoccupation va à l'endroit du docteur Ngefak. Et j'ai un souci parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que la responsabilité est, entre guillemets, vraiment impliquée et induite à l'État. C'est-à-dire, quand je dis l'État, c'est le gouvernement. Lorsqu'on sait dans un contexte que, parfois dans l'élaboration des politiques publiques, notamment les politiques de santé, on se rend compte que la société civile est souvent considérée comme partie prenante dans l'élaboration de ces politiques publiques. Et lorsqu'elle est partie prenante dans l'élaboration des politiques publiques, elle intègre aussi, parce que tu ne peux pas arriver, comme je prends l'exemple avec ce forum-ci, c'est aussi une occasion d'avoir l'information. Donc, lorsque vous participez à l'élaboration des politiques publiques, vous avez accès à un certain nombre d'informations qui vous permettent déjà vous-même de vous positionner ou bien de donner un avis. Et dans ce cadre-là, lorsque on regarde un peu de près les actions de la société civile, on se rend compte que parfois même dans le cadre des activités de la société civile, on observe qu'il y a aussi ce manque de redevabilité de la société civile vis-à-vis des populations. Or, c'est la population infinie qui doit bénéficier de tout ce qui est élaboré, parce que tout ce qu'on met en place comme une politique publique, c'est à son bénéfice. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que cette responsabilité-là est partagée, dans la mesure où, comme le disait mon prédécesseur, on se rend compte que même au niveau de la société civile, je vous assure, parfois quand vous voulez travailler sur un sujet, si vous n'avez pas perdu le site de think tank CAFU, Institut CAFU, vous ne pouvez pas avoir l'information. Il y a certains think tanks que si vous n'avez pas l'information, peut-être le site web, vous ne pouvez pas avoir les rapports, vous ne pouvez pas. Moi, je pense que nous avons aussi, en tant que citoyens, cette responsabilité de chercher l'information. Donc, on ne peut pas rester comme ça pour dire, je vais, même comme tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, le dernier panel qui est passé, de se rapprocher, de communiquer. Je n'ai pas peut-être accès. Est-ce qu'un des collaborateurs ou un ami peut avoir l'information? Et c'est ça qui permet d'avoir accès à cette information. Donc, du coup, pour moi, on ne peut pas déjà dire a priori qu'il y a un problème d'information, de l'accès aux données, lorsque nous avons une part de responsabilité qui est celle de savoir chercher l'information et peut-être la bonne information à l'endroit indiqué. Merci. Merci. I am Bambe Andrew, a young researcher, doctor in banking and finance. So, we are on the role of think tank in fostering accountability and transparency in Central Africa. I think the issue of the transparency at the state level is not really a big issue, because if the state does not provide information, international organizations or international lenders that always give them money
always have those information in their database. That is, in China, you see Afreximbank will tell you that they gave this amount of billions to this construction in Cameroon. That's where now the civil society organization needs to come in, because they are the ones now to sensitize and provide the information to citizens that are not aware or that cannot research on the information. So my question is now, how can the civil society organization, because even they themselves, they are not transparent. How can they be transparent? Is it by providing a platform of transparency where every civil society organization will provide reports of all their actions? Or is it just by sensitizing according to communities? And if they sensitize according to communities, what about the other communities who are not aware of the information that's sensitized? Thank you. Merci tout à l'heure. Les obstacles du côté de l'administration, les obstacles du côté de la population elle-même, de la société civile. Ce contrôle a du mal à être mis en œuvre. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça n'existe pas. Donc il y a véritablement un contrôle citoyen. Rien ne vous empêche, là où vous êtes, de rentrer dans votre village et d'aller demander à votre maire: je suis citoyen camerounais, habitant de cette commune, je voudrais savoir pour tel projet qu'on a prévu pour cette commune, à quel niveau vous êtes et comment est-ce que vous comptez procéder pour terminer ce projet. Ça existe. Le fait que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, c'est-à-dire les gens ne profitent pas de leurs droits, ne les mettent pas en œuvre, ne signifie pas que ce droit n'existe pas. Donc c'est la différence que je voudrais qu'on fasse. Le contrôle citoyen existe bel et bien. Maintenant, il faut que la société civile puisse s'en approprier et puis le mettre en œuvre pour améliorer les choses. La deuxième question est celle de savoir si la responsabilité de la transparence n'est pas finalement partagée entre le gouvernement et la société civile. Effectivement, elle est partagée, mais ici, ce qu'on souligne, c'est que dans les sociétés qui sont suffisamment avancées du point de vue de la gouvernance, du côté de l'administration, on n'a pas besoin de trop faire d'efforts pour avoir l'information. Vraiment, c'est disponible sur les sites internet, c'est disponible partout. Mais dans nos sociétés, les sites internet ne sont pas mis à jour, il n'y a aucune information véritablement concrète là-dedans. C'est la raison pour laquelle on dit, effectivement, la société civile elle-même doit aller chercher l'information, mais c'est pas du tout facile. Tel que vous avez abordé la question, c'était comme si je vais au ministère des Finances maintenant, je demande comment vous avez géré les fonds Covid. Ils vont me donner une tasse de café et demander de m'asseoir sur un canapé et me sortir toute la documentation. Non. Alors qu'on aurait pu s'épargner tout ce travail en mettant l'information sur Internet. Quelqu'un a parlé de la Chambre des comptes tout à l'heure. La Chambre des comptes elle-même a fait des rapports sur la gestion des fonds Covid, 3 rapports. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce rapport n'a jamais été utilisé par le gouvernement camerounais parce que l'une des conditions pour bénéficier de la 2e et la 3e tranche des fonds Covid auprès des partenaires internationaux, c'était de faire un audit qui devait montrer comment le gouvernement camerounais a effectivement bien géré de manière performante, etc., les fonds. Mais puisqu'il y a eu des problèmes, tout le monde sait qu'il y a eu des problèmes de gestion, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que c'est le gouvernement camerounais qui avait prévu qu'il reviendra à la juridiction des comptes de faire l'audit, on a demandé au ministère des Finances de faire un audit qui arrange. Et c'est à travers cet audit qu'on a demandé d'autres tranches de financement. Donc, pour dire que c'est pas aussi simple de demander et d'obtenir l'information. C'est ce que nous disons depuis le début. Le contexte est un contexte d'opacité, de secret. On garde encore l'information. Même si vous la demandez, vous ne l'aurez pas. Vous aurez des bribes d'informations comme le monsieur l'a dit auprès des organisations internationales, mais c'est une information limitée. On a besoin de l'information locale sur certaines questions. Si on a besoin de l'information sur le financement des grands projets, on l'aura. Mais est-ce que ces projets ont été bien exécutés? C'est ça la bonne information dont a besoin les think tanks et on l'a pas. Merci. Merci, Dr. Nguifak. J'imagine qu'il a répondu aux questions qui ont été posées. Alors, Madame Saibo, responding to the question from the gentleman on the transparency within the civic space, the civil society organizations,
you were gathering your thoughts earlier. I think here is the time to provide a response to that. Yes, Mr. Anthony, thank you. I was going to answer that because before you even have or you succeed or being pre-selected or selected to have a grant, you're supposed some donors will ask you for an auditing, external auditing of how you've used resources you've received so far. Without that, you will not have funding. So people feel like, I think we need to congratulate and commend other civil society that have received funding and actually done the work. Because receiving even $5,000 from a donor, it is not easy. It is not easy. You go through nights and days of answering questions because they need to make sure that you're eligible to receive funding. So what civil society can do is that you can put your audits on your website. We have a lot of organizations that do that. Your financial reports and your reports on your website. We are Actions for Development and Empowerment, where I lead. We share our reports with the government. We lead it at the Superprefecture every year. So our activity report and our financial report, we leave it there because we cannot be talking about transparency and accountability when we don't even do the needful. So we know that we have our financial reports and activity reports there. Now for our donors or our community that follow us, if you want to have our financial report, we can give it to you. But what I'm thinking of doing now from henceforth is you go to our website. When you see our activity report, you also have financial report or auditing from the beginning of our existence to now. That builds trust between the citizens we are working for and our donors we are doing. Because without resources, you cannot follow the money. Without resources, you cannot even sensitize communities on them to hold government accountable. So to be at the better side, that is what the proposition, what civil society can do is be transparent yourself, make sure that the government you're trying to hold accountable can also hold you accountable by depositing your reports, your financial and activity reports where you're supposed to deposit. And if you want to be more transparent, you can put it on your website. Thank you very much. Thank you very much, Madam Saibu. I think we are really going towards the end of this engagement. And before we get to the last round of questions from the audience, I would like us to share our reflections on this question. The problematic of transparency and accountability seems to be a very huge one, a very delicate one, very big problematic. Do you think that based on your initiatives as a standalone organization, you can effectively address the complexities of transparency and accountability across the Central African region? On the other hand, how do you think civil society organizations and think tanks in particular can collaborate? What mechanisms of collaboration need to be put in place to ensure that there is a collective action geared towards addressing what we can call a collective problem? So what mechanisms do you think we need to put in place from a civic space to drive transparency and accountability within not only Cameroon, but across the Central African region? To you. Thank you. I think we need, first of all, identify or do like a mapping of organization or civil society organization that share the same value. Some people will be interested in following mining resources, whereas some people will say, "Oh, I'm interested in holding government in anything that has to do with education." So what we need to do is identify key organizations that share a similar vision or mission. That is the first step. And now we need to understand that it is not going to be an easy journey because it's a very sleepy and very sensitive. When you start touching the real pain, you become a threat to the state, be it in Cameroon or in Gabon, whatever country in the Central African Republic. And when it is a think tank or it's a coalition of civil society that is holding a particular government accountable, it is more heavy than if it's a single organization doing that. And that is why I joined the movement Follow the Money. So Follow the Money is no longer AD. It is a movement of various, I think it is 150 organizations that are there. And in this movement, we have lawyers, we have experts, we have lawyers, we have journalists, we have researchers, so it is a coalition of experts that
come together, think and say, okay, we should focus on this particular sector or in this particular matter and have results. Because like I said earlier, in Cameroon, it was very, very difficult when I was following COVID money because the threats are plentiful. You know, when they see a young girl doing it. But when I told them, no, I am a member of Follow the Money. So it's not about Nancy or AD, it's about the movement itself. So they're like, okay, when they see that it's a movement, the way they will chase you or the way they'll handle you is going to be different. You get, so that's a powerful strategy we can use. So coming together, experts coming together, defining their values, say, okay, this is my value, I think we can do this. It's going to yield results than an individual or an organization tracking. Thank you very much, Saibo. I see many persons nodding their heads, so they are approving your recommendation that we really need to come together. But again, Dr. Giffak, why has it been difficult for civil societies to really put themselves together? Are they not somewhere along the line also hiding something by bringing themselves together? À votre avis, pourquoi est-ce que c'est difficile pour les organisations de la société civile de se mettre ensemble? Est-ce qu'ils veulent avoir tout le financement individuellement? Bon, je vous laisse répondre. Je sais que vous avez compris, mais je vous laisse répondre à la question. Effectivement, j'ai bien compris la question. Je partage l'avis de ma copanéliste sur la nécessité de former les réseaux, mais la question c'est pourquoi c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Alors, je vais être un peu nuancé sur l'une des justifications qu'elle a données, à savoir les think tanks qui font dans les organisations de la société civile qui font dans le même domaine ont du mal à se mettre ensemble parce qu'ils viennent en concurrence. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le même domaine, vous faites tous dans la démocratie, vous venez en concurrence. Or, l'approche devait être laquelle? Pour avoir des consortiums de think tanks plus forts, il faut regrouper des organisations qui font dans des domaines différents. De telle sorte que quand vous avez une difficulté dans la mise en œuvre d'un projet, vous avez la ressource humaine, l'expertise nécessaire dans votre réseau. Donc, il faut faire des réseaux mixtes. Je pense que ça va faciliter la mise en commun des think tanks, la formation des groupes de think tanks. La deuxième chose, c'est que les think tanks ne communiquent pas assez. Les organisations de la société civile ont, pour la plupart, un déficit de communication. Donc, c'est le même problème. On a tendance à se reprocher les autorités administratives. Pourtant, et justement, c'est un problème qui a été évoqué. Les think tanks se retrouvent dans ce même problème. Ils ne communiquent pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas communiquer? Je ne pense pas. Parce que beaucoup de ces organisations savent que c'est en communiquant qu'ils peuvent attirer les financements. Alors, le problème, c'est un problème de moyens. Donc, il y a deux types de moyens financiers et l'expertise nécessaire. La communication telle qu'elle se fait au Carrefour Policy Institute, ce n'est pas donné. C'est pas quelque chose d'aisé. Ça demande des financements, ça demande beaucoup de moyens. Or, les think tanks, pour la plupart, ont à peine les moyens pour gérer leurs ressources humaines, pour financer quelques activités sur le terrain et négligent donc ce côté de la communication. Donc, ça les empêche de se faire connaître. Et quand vous ne vous faites pas connaître, ni des autres organisations de la société civile, ni de l'administration, il devient difficile de vous lever un jour et dire « Nous ne sommes pas d'accord de la gestion de tel dans ce pays ». Personne ne va vous écouter. Merci beaucoup, Dr. Giffak. Je pense que c'est noté. I think, ladies and gentlemen, the recommendations at the end were noted. Responding to the issue about CSOs coming together, it's important for CSOs not just to align themselves on core areas where they have specialty, but to create mixed networks where they can leverage on different potentials and expertise from people. And also, adding Dr. Giffak's proposal to that, it's important equally to leverage, to improve on our communication as civil society organizations. We have a few seconds to spare for some last-minute questions, some reflections from our wonderful audience that has been quite supportive and attentive. But I don't know, Dr. Ingabire, j'aimerais bien, justement, avant de lever le doigt, j'étais sur le point de vous appeler.
Je sais que vous allez intervenir, mais j'aimerais également que vous nous parliez de votre expérience d'après ce que vous avez observé dans d'autres régions. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que vous avez vu la société civile faire en matière de encourager, de promouvoir la transparence et la redevabilité dans leur région? Quelles démarches ont-ils entrepris? Donc, qu'il faut tenir en compte, mais l'idée, effectivement, de travailler ensemble et d'apprendre et de ne pas s'isoler, je pense que c'est un bon début. Mais ma question était peut-être de demander quelques exemples, si possible, des succès de la société civile dans le domaine de la transparence et redevabilité. Donc j'aimerais peut-être vous écouter un peu sur ces exemples parce que je pense qu'on parle souvent des processus, de ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut aussi célébrer les succès. Et ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces succès, des choses qui fonctionnent. Alors, merci, Dr. Inagiré. Je pense que depuis là, c'est vraiment important quand on partage nos success stories. Et je vais prendre l'exemple sur le Covid. Durant le Covid, nous avons lancé un programme CITAP, COVID-19 Transparency and Accountability Project. C'était vraiment de suivre les fonds Covid. Je pense que ce projet a sollicité en fait les enquêtes sur le fonds Covid au Cameroun. Parce qu'avant, je ne pense pas que le gouvernement voulait même faire lancer cette enquête-là. C'est quand nous avons commencé avec cette initiative CITAP que l'on dit we are demanding for accountability, on chantait partout et on cherchait à savoir mais c'est qui même ces personnes qui ont le courage, parce que comme je disais tantôt, en Afrique centrale, les gens n'ont pas cette notion de la transparence. On se dit, c'est pas notre problème. Déjà, si tu touches à l'État, je veux voir ma famille grandir, tout ça. Vraiment, les gens cherchaient à savoir c'est qui cette organisation qui ose demander à l'État comment est-ce qu'ils ont utilisé les fonds Covid. Ça, c'était le success story de sortie de cette prison de peur de pourquoi je dois demander à l'État ce qu'ils ont fait avec les fonds Covid. Donc, ce projet, c'est un success story déjà. Demander à l'État via des press conferences, sur les réseaux sociaux, les hashtags, avant on taguait même le ministre de la Santé, on taguait le secrétaire général de la présidence. Et après ça, on a vu qu'il a sorti son communiqué pour dire on doit faire les investigations sur les fonds Covid. Déjà, c'est un big success story au Cameroun pour avoir ça. Et après, nous avons posé ok, alors, nous sommes très contents que vous avez lancé cette initiative de suivre, d'investir sur comment les fonds ont été utilisés. Mais nous, on veut que toute personne qui a été impliquée dans les comment on dit ça en français? Oui, doit être prise en charge, like justice. Suivi, en fait. Ça va être un huge success story. C'est pour ça que parfois on ne veut pas trop parler de ça. Parce que pour nous, le huge success story, on a dit, on a suivi les fonds Covid, on a demandé à l'État de lancer les investigations et les gens qui ont été impliqués dans cette mismanagement ont été arrêtés. Mais pas pour le moment, parce que nous sommes toujours en train de demander à l'État qu'est-ce que vous avez fait des 3 rapports depuis longtemps. Mais, comme je dis tantôt, dans le contexte du Cameroun, c'est un success story. Déjà, arriver à avoir 3 rapports, c'est un success story. Donc maintenant, ils sont au courant qu'il y a des gens de la société civile qui s'intéressent vraiment à cette genre de détails-là. On n'a pas laissé ça tomber, mais on a dit, s'il y a une autre pandémie au Cameroun, est-ce que l'État du Cameroun est prêt à vraiment manage health security? Nous allons faire un scorecard que nous avons partagé, Health Security Scorecard. Quand on dit, voici les failles, parce que ce que j'ai remarqué avec l'État, c'est que faut pas faire des plaidoyers quand tu n'as pas quelque chose de concret à te main. Il faut aller, on voit l'État, on dit, voici un scorecard qui montre qu'au niveau de financement, vous n'êtes pas transparent en comment est-ce que tous les financements qui entrent dans la santé est mené. Et ils vont vous écouter. Après, ils vont te dire, quand ils vont organiser des réunions, ils vont dire, ah non, tu sais qu'il n'y a pas assez d'argent pour la santé, le budget national est d'abord petit, on ne donne rien que 1% du budget national. Mais déjà, le success story, ce qui sort, c'est qu'on est déjà au courant qu'il y a des gens de la société civile qui font ce travail de vraiment suivre détail
ce qu'ils font avec cet argent et aussi viennent avec des solutions. Parce qu'avant, les autres sociétés civiles sont radicales. Là, il faut qu'on accepte que vraiment notre façon d'aborder certaines choses vont laisser l'État, ils ne vont pas nous écouter. Quand tu dis, you are obliged, vous êtes obligés en tant qu'État du Cameroun de nous donner, ils ne vont pas vous écouter. Tu vois, il faut qu'on change de stratégie, il ne faut pas être radical, il faut se positionner en tant que société civile qui est au milieu entre l'État et les citoyens. Tu viens, si tu es comme une femme qui vient demander l'argent de baigner à papa, tu vas me dire, l'argent de baigner. Tu vois, donc il y a des stratégies qu'on utilise vraiment pour pousser notre agenda aussi pour demander la quantité. Merci pour cette stratégie. J'imagine, je vois les gens secouer la tête. J'imagine qu'ils sont d'accord avec cette stratégie. Docteur Guifa, je ne sais pas si vous voulez juste ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit. Non, pas grand-chose, mais juste faire observer que l'ouverture sur les réseaux sociaux a quand même fait évoluer les demandes de transparence et de redevabilité dans notre pays. On a encore en mémoire beaucoup d'affaires qui, grâce à la mobilisation de la société civile, ont pu commencer à avoir un début de solution. Il y a la triste et célèbre affaire Le Petit Matisse. Les organisations en charge des questions des droits de l'enfant, des droits de l'homme s'en sont chargées, particulièrement parce qu'à un moment donné, on annonçait la libération du principal prévenu parce que, soi-disant, il n'y a pas assez de preuves. Mais vu la mobilisation qu'il y avait sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils ont dû renoncer à ce projet. On a une autre affaire dans un hôpital, surtout les femmes qui sont retenues contre leur gré à l'hôpital, ou bien des personnes qui sont enchaînées sur les prisonniers enchaînés sur les lits d'hôpitaux. Alors, à chaque fois, les organisations de défense des droits de l'homme arrivent à faire plier les autorités, à les faire changer de comportement. Parce que j'ai vu, il y a l'un des prisonniers politiques, finalement, on lui a enlevé les chaînes sur le lit d'hôpital, etc. Donc, je voudrais dire que grâce aux réseaux sociaux ici, on a beaucoup de success stories, même si ce n'est pas seulement une seule organisation de la société civile qui agit, c'est presque toutes les organisations qui se mettent en synergie et demandent des comptes, et je pense qu'on pourrait continuer sur cette voie. Donc on pourrait dire que la société civile au Cameroun est quand même forte. Il y a quand même des aspects concrets qu'il faut célébrer. Merci. Nous avons quelques secondes. Je ne sais pas si, Dr Ngabire, vous voudriez apporter une réponse, peut-être partager une expérience. D'après ce que vous avez vu dans d'autres régions durant votre parcours, les actions de la société civile. C'est ça. Non, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je posais la question pour ces success stories, parce que c'est effectivement se baser sur qu'est-ce qui a marché et pourquoi et comment. Effectivement, c'est quoi l'approche qui est utilisée. Et en même temps, surtout au départ, ce qui se passe, c'est que quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on arrive avec déjà des réponses, avec déjà des constatations, et on n'a pas impliqué dès le départ tout le cheminement ceux avec qui on veut dialoguer, parce qu'ils voient ça comme une imposition. Vous parlez tout à l'heure que voilà, les bailleurs externes viennent avec leurs agendas, donc quelque part aussi les autres sentent que voilà, on arrive avec son agenda et on veut imposer. L'important, c'est le dialogue et la co-construction et l'importance d'amener. Donc ça, c'est des approches qui marchent. L'autre approche aussi, je pense, qui a été mentionnée, c'est vraiment de créer et de nourrir les alliances. Et il faut trouver des alliés dans le processus. Parce que c'est dire que oui, on a parlé de société civile en réseau, en partenariat, mais l'indication, par exemple, des médias qui peuvent aussi soutenir l'action et l'amener loin. Les réseaux sociaux, parler des jeunes, des communautés qu'on engage. Par exemple, c'est la responsabilité citoyenne. Le contrôle citoyen. Voilà.
le contrôle citoyen, c'est de voir comment en fait capitaliser sur ça et impliquer les communautés et garder le contact. L'autre chose aussi, c'est que ce soit les chercheurs en général, mais les organisations de la société civile, c'est des actions qui sont menées de s'assurer qu'il y a toujours un retour vers ces communautés-là. Parce que des fois, elles se sentent comme vous venez, vous prenez nos informations, vous repartez. Et donc, la création de ces alliances passe par aussi le fait de les avoir de votre côté, de parler, de retourner les voir avec les résultats, les recommandations. J'ai bien aimé le fait que vous n'allez pas avec le constat seulement des choses, mais aussi avec des propositions. Donc voilà qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller de l'avant. Merci. Je suis tchadien, je vis ici, je suis un ancien de la Banque centrale. Et dans les exemples de réaction, parce qu'au-delà des think tanks et des organisations, il y a également les citoyens en eux-mêmes qui doivent réagir. Et sur ce point-là, tout le monde a suivi l'histoire du concours de la BEAC. Hein? Une réaction a permis de sauver la face de l'Afrique centrale sur quelque chose qui pour moi est odieux. Hein? Ce concours truffé encore une fois, de mismanagement. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut, le citoyen, c'est ce que vous avez dit, répété, doit prendre sa fonction en compte fermement, hein, via les réseaux sociaux. Hein, et je pense que, voilà, c'est ce travail-là que personnellement, j'impulse. Hein, je suis devenu, dans ma retraite, je fais des papiers, j'arrête pas. Dima Demandekor, vous allez pouvoir retrouver ça. J'ai fait un livre sur la gouvernance de la Banque centrale. Donc voilà, je pense que le citoyen est au cœur de la gouvernance. C'est ce que je souhaite. You both have always been quite resourceful panelists for our sessions. Thank you for joining us this morning or this afternoon, beg your pardon. And thank you to our audience and everyone who was part of this conversation. We wish you a wonderful stay with us for the later part of the program. We are heading to for the next activity that's launched, which has been set, which I guess is going to be at the same venue where we had our launch session yesterday. We'll follow the crowd, just like we follow the money when we step out. So thank you all so much. Thank you so much. Please.